Analyse de la pleine lune du 16 mai 2022 à 6h14, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'analyse du thème de la pleine lune dans l'axe Scorpion-Taureau. Cette pleine lune signe également une éclipse lunaire totale qui amplifie de façon notoire ses effets. Ici, la Terre va se positionner entre la Lune et le Soleil, qui ne pourra alors plus projeter sa lumière sur elle. C'est un peu comme si l'on éteignait la lumière sur notre sensibilité, nos émotions et nos besoins pendant quelque temps. Une éclipse lunaire apporte dans tous les cas de grands changements, une nécessité de clôturer certains dossiers de façon volontaire ou non. Quoi qu'il en soit, une éclipse apporte toujours une fin radicale pour un nouveau commencement. Alors selon votre carte, chacun ne le vivra pas de la même manière. Vous pourriez vous sentir ballotté comme jamais, ou vous pourriez aussi vous sentir tout à fait confiant et à même de vivre des événements majeurs qui pourraient changer votre vie. Donc si vous êtes prêt ou prête à renoncer à certaines choses, vous devriez appréhender la période de façon plus sereine. Pour les autres, cette période pourrait vous aider à prendre conscience qu'il n'y a de toute façon plus le choix de reculer et qu'il faut totalement accepter la mort de certaines choses au profit d'un renouveau. N'oublions jamais que rien n'est fait pour durer, nous ne sommes là que pour un laps de temps plutôt court, et nous ne sommes pas voués à nous cristalliser, mais à évoluer pour nous transformer sans cesse. Alors regardons de plus près ce qui se joue ce 16 mai, et ici c'est plutôt riche, donc allez, on est parti. La pleine lune se trouve dans le 26e degré de la Balance. Son degré sabian nous dit « Des Indiens dressent leur camp sur un nouveau territoire ». La dominante nous parle de notre aptitude à s'adapter promptement à une situation nouvelle en se pliant à ce qu'elle exige de nous. Selon Rudyard, celui qui vit en harmonie avec la nature, avec la vie elle-même et qui peut lui imposer de suivre le flot, se trouvera partout chez lui et en résonance avec le monde. Ce degré nous invite à nous inspirer de la culture amérindienne qui a toujours su cultiver un lien très fort avec son environnement. En comparaison avec notre culture occidentale qui prend sans jamais rendre et qui ne respecte pas l'ordre naturel du monde, nous devons apprendre à nous adapter et à cultiver un bon comportement vis-à-vis de ce qui nous est proposé. Ici, il n'est pas question de prendre, de conserver, encore moins d'exploiter. Il est simplement question d'accepter ce qui est et d'en faire bon usage. Dans le signe du Scorpion, la Lune est en chute, c'est-à-dire qu'ici la Lune a du mal à donner pleinement d'elle-même, comme si elle se sentait peu à l'aise avec l'énergie du signe. Il lui sera donc plus difficile de trouver l'harmonie et la quiétude qu'elle réclame, un peu comme si elle était entravée par quelque chose qui la dépasse. Son besoin de fusion est si fort qu'elle aura tendance à s'accrocher de façon trop exclusive, ce qui lui vaudra bon nombre de difficultés dans ses rapports avec l'extérieur, et notamment dans ses relations. Ici, nous pouvons ressentir des pulsions de jalousie, à moins que nous la recherchions nous-mêmes de la part des autres. Il y a toujours plus ou moins une certaine agressivité ou un besoin d'aller au combat. Ce besoin de fusion-dévoration peut l'entraîner parfois jusque dans des obsessions morbides. On possède, on garde, et surtout, on ne donne rien ou très peu, comme dans une relation de maître à élève, mais pas forcément vécue de façon saine, car l'élève doit à un moment donné dépasser le maître. Vous voyez, dans ce signe, la Lune peut avoir du mal à trouver le bon équilibre dans son rapport à l'autre ou à toute autre chose extérieure à elle-même. N'oublions pas que ce signe est gouverné par Mars et Pluton, qui sont empreintes de ces énergies de mort et de combat. Donc cela peut être relativement douloureux pour la Lune d'encaisser ces énergies. On peut ressentir un besoin pressant de maîtrise totale, qui peut parfois nous entraîner dans des explosions émotionnelles très intenses, et pas toujours rationnelles. Donc pour tous ceux qui possèdent une Lune dans ce signe, ne vous effrayez pas, et surtout, ne vous méprenez pas sur mes propos, car bien évidemment, selon le reste du thème et selon ses aspects, cela pourrait être plus ou moins bien canalisé et bien vécu. Donc ici, je parle de l'énergie brute de la Lune en Scorpion et de ce qu'elle peut réveiller durant cette pleine Lune éclipsée. Donc il est évident que nous risquons d'en ressentir davantage d'effets que par rapport à une pleine Lune dite traditionnelle. Certains d'entre nous pourraient vulgairement péter un câble, se sentir très angoissés, anxieux, voire très déprimés.
Donc si tel est le cas, il ne faut jamais oublier que ce n'est que temporaire et qu'au lieu de trop focaliser, un peu comme le scorpion, nous devrons prendre pas mal de recul, puis attendre que ça passe. Dans cette carte, la Lune se trouve en conjonction sur le descendant avec le nœud sud et la part de fortune. Il y a bien cette idée de régénération qui passe forcément pour et par les autres. Cette éclipse nous indique l'endroit précis où nous devons collectivement faire le travail de deuil et de renaissance. La part de fortune nous indique que si nous acceptons le processus, nous pourrions tous en tirer beaucoup de bénéfices. Évidemment, sur votre carte natale, cet amas se trouvera à un autre endroit, donc regardez dans quelle maison il se trouve pour pouvoir définir dans quel domaine de votre vie ces énergies vont venir travailler. Quoi qu'il en soit, il y a ici l'idée de lâcher des habitudes ou des modes de fonctionnement en lien avec le scorpion. La destruction ne passe pas forcément par un processus douloureux, si nous mettons la conscience nécessaire, et surtout si nous acceptons de voir plus loin avec tout ce que cela peut amener. Ici, nous devons nous séparer de relations, d'engagements, tout comme nous devons transformer nos attentes vis-à-vis des autres et de ce qu'ils peuvent combler à l'intérieur de nous. Ici, la Lune peut avoir tendance à rechercher l'intensité au profit d'une certaine sérénité. Devons-nous continuer à rechercher les rapports de force pour nous prouver le sérieux de la relation avec autrui ? Ou ne préférerions-nous pas plutôt en attendre moins de l'extérieur, en se disant seulement que ce que les autres nous renvoient n'est que le reflet exact de ce que nous sommes, et si cela nous dérange, cela nous permet alors de mieux nous transformer. Au carré croissant à Saturne et à Vesta dans le signe du Verseau, nous pourrions ressentir pas mal de tensions, en lien une fois de plus avec nos relations, nos amis, tout comme avec des projets mis en commun par exemple, ou des espoirs fomentés à plusieurs. Ce qui renforce, là encore, l'invitation à se départir de notre besoin de contrôle sur l'extérieur et de nos attentes vis-à-vis d'elle. Nous pourrions ressentir que les autres nous frustrent, nous limitent, des incompréhensions pourraient être mises en lumière à ce moment-là, ou du moins profondément ressenties, et certains pourraient très mal le vivre. Notre société continue à se déchirer entre nos anciens modes de fonctionnement et la nouveauté qui ne fait qu'émerger de plus en plus. Nous sommes arrivés à un point de bascule, où même ceux qui ne voulaient pas y voir commencent eux aussi à ne plus pouvoir le nier, ou du moins, ils ne pourront plus en avoir la possibilité, et c'est bien ça qui augmente la tension en chacun de nous. Nous sentons tous bien que nous n'avons plus le choix de changer, de nous départir de notre ancien moi, et bien sûr, il est toujours plus facile d'attendre que le changement se passe à l'extérieur, que les autres commencent le travail pour suivre, et c'est bien là que les tensions et les conflits peuvent éclater. Au sextile croissant à Pluton et au milieu du ciel, certains pourraient très facilement céder au chantage et à la manipulation pour arriver à leur fin. Donc c'est un moment où nous devons vraiment prendre pas mal de hauteur sur ce qui pourrait se jouer dans nos relations, nos partenariats, quitte à faire une petite pause en solo, histoire de faire le point. Et à cette période, je vous invite à éviter d'entrer dans des conflits stériles avec les autres, de tenter de dissuader l'extérieur de vos opinions, ou de céder à quelques tentatives manipulatoires. Il serait dommage que toute cette tension aboutisse à des extrémités que l'on pourrait regretter par la suite, d'autant que pendant l'éclipse, il y a toujours une possibilité de terminer complètement un chapitre qui ne reviendra jamais. Donc, si vous rencontrez quelques problèmes d'ordre relationnel à ce moment-là, attendez un peu avant de prendre une décision. La conjonction Mars-Neptune, qui peut accentuer notre propension à la paranoïa, se trouve au trigone de cette pleine lune, qui pourrait une fois de plus accentuer une facilité d'agir concrètement, sans pour autant avoir les idées claires. Il faudra donc vraiment se méfier de cet aspect de la part de certains qui pourraient totalement vriller et agir de façon délirante dans un contexte encore trop flou et toujours empreint d'irréalisme. Alors bien évidemment, cela ne touchera pas tout le monde de la même manière, et si vous êtes artiste par exemple, cela pourrait vous donner de grandes et belles inspirations à mettre en forme, donc dans ce cas-là, allez-y à fond. Dans le domaine sentimental, certains pourraient idéaliser fortement leur partenaire, donc si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là, on ne s'emballe pas, ou du moins on prend le temps avant de s'engager sérieusement. Parce qu'ici, tout nous porte à croire que les émotions seront tellement vives, et pas forcément très bien canalisées, n'oublions pas que la Lune est en chute ici, donc on tente de garder tant que possible
un équilibre émotionnel stable, et surtout, on évite au maximum de porter une vision manichéenne sur ce que nous vivons. Le soleil se trouve donc sur le 26e degré du Taureau. Le symbole sabian nous parle d'un bel hidalgo donnant la sérénade à sa bien-aimée. Ici, la dominante est la ritualisation de nos désirs personnels. Sur ce degré, il est question de notre rapport aux valeurs collectives et de notre façon personnelle de les appréhender pour mieux en jouer. Un bel hidalgo, la sérénade, la bien-aimée à Venise, tout ceci n'est qu'un bel étalage de clichés qui pourrait même nous sembler surannés, mais notre conscience est toujours plus ou moins attachée à ces valeurs traditionnelles, aussi désuètes soient-elles, dans l'inconscient collectif. Elles nous nourrissent, bien souvent malgré nous, et elles peuvent même nous rassurer, quand bien même nous ne pouvons pas les aimer. Ici, nous devrions nous questionner sur les rôles que nous jouons, que ce soit dans notre vie personnelle, tout autant que dans la collectivité. Bien évidemment, nous sommes tous issus d'une culture qui nous façonne et qui nous enjoint à ritualiser nos rôles, nos fonctions, nos attentes. Alors nous pouvons en jouer seulement si nous sommes conscients que tout ceci n'est qu'un réel choix de notre part. Prendrions-nous plaisir à chanter sous le balcon du bien-aimé ou trouverions-nous cela complètement ringard ? Préférerions-nous recevoir une déclaration romantique sous la lumière tamisée de la lune, un peu comme dans les films à l'eau de rose ? Ce degré nous invite à nous interroger sur les différents rôles que nous pouvons jouer pour mieux nous intégrer dans le monde. Donc il n'y a bien sûr rien de mal à jouer un rôle tant que celui-ci nous donne du plaisir, et surtout, si nous sommes en mesure de ne pas nous oublier derrière le masque social. En conjonction avec l'ascendant de cette carte et avec le nœud nord, le soleil dans le Taureau nous donne clairement ici la direction à prendre et ce vers quoi nous devons nous diriger, que ce soit sur le plan collectif et individuel. Lâcher les rapports toxiques et obsessionnels pour se recentrer sur soi, sur ses valeurs propres, et surtout en acceptant de ralentir et de suivre le courant de la vie. Ici, il y a véritablement une invitation à nous focaliser sur ce qui nous fait du bien, que ce soit physiquement et même spirituellement. Certains pourraient ressentir fermement dans leur corps le besoin de se reconnecter à la nature, de manger plus sainement, de développer quelque chose en lien avec sa propre créativité. Nous pourrions revendiquer avec plus de détermination notre propre autonomie, en sachant nous délester de certains engagements trop pesants et qui entachent à notre propre bonheur. Il y a la notion de plaisir simple, sain et durable. Comment saurions-nous à redéfinir nos désirs, nos modes de consommation ? Certains se rendent compte depuis quelque temps déjà que leurs désirs, leurs rêves ne matchent plus vraiment avec le contexte actuel. Alors que cherchons-nous à vouloir autant posséder quand au final nous ne savons plus vraiment pourquoi nous courons après tel ou tel bonheur factice ? Cette éclipse peut réellement nous permettre de faire le ménage dans les domaines où celle-ci va se former, et notamment dans cette carte, elle se forme sur l'axe 1-7 qui concerne notre rapport entre nous et les autres. Donc collectivement, cet axe pourrait nous parler de notre nation en maison 1 et des relations avec l'international par exemple. Il ne serait pas impossible que de grands changements se passent durant ces prochains mois. N'oubliez pas que les effets d'une éclipse peuvent durer ou se manifester jusque dans les 6 prochains mois, et que nous soyons collectivement poussés à redéfinir complètement nos systèmes de valeurs, nos traditions propres à notre pays vis-à-vis de certains engagements pris avec des pays étrangers. Je pense bien évidemment en lien avec l'Union européenne, par exemple, qui pourrait nous pousser à transformer en profondeur notre système. Alors, ici, nous devons accepter certains changements inévitables, sans renier nos valeurs intrinsèques. La conjonction avec Uranus accentue là aussi l'arrivée de changements imprévisibles et brusques, alors peut-être ici en lien avec de nouveaux modes technologiques. Ça pourrait également nous signifier une accélération écologique, alors peut-être les deux ensemble. Quoi qu'il en soit, nous devons nous tenir prêts à changer profondément notre rapport au monde vis-à-vis de ces méthodes. Le carré décroissant à Saturne et Vesta pourrait cependant nous freiner, nous bloquer, comme si persistait en nous certaines rigidités, certaines peurs qui nous empêchent de nous jeter dans l'inconnu. Donc cette période pourrait nous aider à clarifier davantage nos désirs et notre volonté de changement.
Mercure, qui rétrograde à partir du 10 mai, se trouve durant cette pleine lune sur le 3e degré 38 des Gémeaux qui nous dit « Le Hou et le Gui réveillent de vieux souvenirs de Noël ». La dominante est le désir ardent de régresser vers un stade pré-intellectuel de conscience. Ici, Rudyard nous parle de la résurgence d'une certaine nostalgie liée à des valeurs anciennes, voire traditionnelles, qui avaient pu être refoulées. Le changement dans lequel nous baignons tous pourrait être si intense qu'il pourrait nous pousser à nous retourner vers des valeurs refuges que l'on connaît bien et qui peuvent nous rassurer. Il y a comme un besoin de retour aux sources qui peut cependant provoquer pas mal d'émotions, voire de la contestation si nous avons du mal à nous maîtriser. La rétrogradation va nous permettre de pouvoir retourner en nous-mêmes afin de prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se joue et pouvoir faire le tri entre ce qui repose sur du fantasme, car nous avons souvent tendance à magnifier ce qui n'est plus, pour trouver le bon combo entre valeurs refuge et valeurs nouvelles. Dans le signe du Gémeaux, Mercure est au top de ses énergies, mais à ce moment-là, il sera rétrograde, donc nous pourrions subir comme une sorte de ralentissement qui nous pousse à revenir là aussi en nous-mêmes. C'est un vrai moment d'introspection qui nous est proposé durant cette éclipse lunaire, et nous devons d'accepter cette injonction au risque de subir quelques désagréments. Ce ne sera pas le moment pour commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt pour revoir ce qui a été déjà entrepris, histoire d'améliorer ce qui peut encore l'être, voire de le réformer totalement. En conjonction avec le Soleil dans la maison 1, la planète pourrait accentuer notre capacité d'analyse, tout comme notre volonté d'échange et de communication. Certains pourraient tout à fait ressentir le besoin de se lier à de nouvelles personnes, de s'intéresser à de nouvelles directions. Nous ne devons cependant pas nous précipiter, car nous devons attendre la fin de la rétrogradation, qui repassera dans le Taureau dès le 24 mai, pour atteindre les 4 derniers degrés jusqu'au 3 juin prochain. D'ici là, nous aurons la possibilité de revenir sur des sujets que nous aurions abordés autour de la fin avril, alors peut-être en lien avec la présidentielle, puisque cela tombe autour de cette date. Individuellement, nous aurons très certainement besoin de revoir de façon pratique et empirique certains détails concrets et en lien avec notre sécurité, avant de nous lancer vers de nouveaux projets, de nouvelles relations et de nouveaux partenariats. Le sextile décroissant avec Jupiter pourrait nous aider pour planifier, et ce de façon collective, de meilleurs plans pour l'avenir. Cet aspect plutôt bénéfique peut nous être tout à fait utile pour visualiser de façon plus claire et plus optimiste. Donc c'est un très bon moment pour négocier quelque chose. Le trigone décroissant à Pluton peut nous aider à davantage de maîtrise, voire de contrôle mental. Certains pourraient tout à fait être à même de saisir les potentialités offertes par la période, tout comme d'autres pourraient très habilement négocier pour obtenir ce qu'ils veulent. Cet aspect pourrait nous aider à saisir plus profondément ce qui se joue en nous, tout comme à l'extérieur. C'est un très bon moment pour recycler de vieux modes de pensée, tout comme de façon plus pragmatique, recycler de vieux objets. Ici, nous pouvons tout à fait être à même de capitaliser ce qui nous semblait jusqu'ici trop complexe, voire obsolète. Niveau régénération mentale, c'est le moment parfait. Vénus, qui est entrée dans le signe flamboyant du Bélier depuis le 2 mai, est ici en conjonction avec l'astéroïde Chiron. Cet aspect pourrait être l'une des clés de cette carte qui nous parle là encore de notre rapport avec les autres, de nos relations et de nos systèmes de valeurs. Alors, avant de développer sur cette conjonction, il faut tout d'abord parler quelques minutes de Vénus en Bélier, qui n'est pas très à son aise dans ce signe, puisqu'elle est en exil. Comme vous le savez sans doute, le Bélier est un signe individualiste et Vénus, à l'inverse, a besoin de l'autre pour fonctionner au mieux. Donc l'union de ces deux-là ne fait pas forcément bon ménage. On peut avoir tendance à se montrer très impatient dans ses désirs, quitte à faire passer ses besoins avant celui des autres. Donc ça peut entraîner pas mal de confrontations, voire certains conflits. L'exil joue comme une surface de projection où la planète va renvoyer sur l'extérieur ce qu'elle n'est pas en capacité d'assumer. Dans ce cas, Vénus en Bélier a toujours le chic pour se trouver face à des partenaires en recherche de fusion, chose qu'elle aborde au plus haut point.
Donc durant toute la période où elle évoluera dans ce signe, nous pourrions revendiquer davantage notre droit à plus de liberté dans nos relations, plus d'audace dans ce qui nous touche profondément et qui compte pour nous. Une fois encore, nous sommes invités à lâcher les vieux systèmes de valeurs qui ne nous permettent plus de pouvoir avancer. Chiron, en conjonction avec Vénus, vient souligner là où ça fait mal, où nous pouvons nous sentir différents, mais de façon négative. C'est à cet endroit précis que nous sommes invités à reprendre notre pouvoir, notre capacité pleine et entière d'aimer comme nous l'entendons, et ce, malgré la vie des autres. Collectivement, cet aspect pourrait souligner comme un moment crucial pour guérir de notre relation avec l'argent, par exemple. Ne nous sentons-nous pas encore trop attachés vis-à-vis de valeurs matérielles qui, au final, nous briment plus qu'elles ne nous permettent une réelle liberté ? Le semi-sextile avec Uranus pourrait nous aider à prendre conscience de la nécessité de nous libérer. C'est un aspect trop subtil pour opérer de lui-même, mais il indique toutes les potentialités qui ne demandent qu'à être développées. D'ailleurs, dans cette carte, Vénus fait des semi-sextiles avec beaucoup de planètes, que je ne détaillerai pas ici, histoire de ne pas vous assommer, mais tous ces aspects nous indiquent bien que cette conjonction de guérison possède en elle la capacité nécessaire de faire bouger les choses si nous voulons bien nous donner la peine d'aller y regarder. Donc ici, c'est une invitation, rien ne nous y oblige, mais il serait fort dommage de ne pas tenter d'ouvrir cette porte qui nous permettrait, à n'en point douter, une véritable libération. Le petit bémol est que cette conjonction se trouve interceptée, puisque l'axe Bélier-Balance est coincé dans les maisons 6 et 12, donc je ne vous cache pas que cette porte n'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Certains ne s'en rendront même pas compte et ne pourront qu'en ressentir un inconfort indéfinissable. Donc maintenant que vous savez, et selon l'endroit où se trouve cette conjonction sur votre carte natale, vous saurez avec plus de précision dans quel domaine vous avez la possibilité de guérir quelque chose. Comme nous avons pu le voir plus avant, Mars forme une conjonction appliquante avec Neptune qui sera exacte 2 jours plus tard, à savoir le 18 mai. Cela dit, nous pourrons déjà ressentir ses effets. Alors, c'est un aspect pas toujours bien heureux, même s'il y a toujours du bon dans tout, mais nous pourrions à ce moment-là voir nos énergies décroître. Toute action pourrait sembler hasardeuse et manquant clairement de relief, alors si je peux me permettre un conseil, évitez de vous lancer dans toute nouvelle activité, mis à part en lien avec des domaines touchant à l'inspiration, comme les arts, ou reliés à une démarche spirituelle par exemple. Plus concrètement, ce transit pourrait en déprimer certains foncièrement. Tout ceci est bien sûr lié aux énergies des poissons qui, mal canalisées, peuvent nous submerger dans les brumes neptuniennes. Situé dans la maison 11, qui représente entre autres les alliés et les relations, nous pourrions avoir du mal à agir collectivement, et ce de façon tangible. Nous pouvons avoir de grands rêves, de grands idéaux fraternels et humanistes, mais nous pouvons complètement nous leurrer. Tous ces beaux élans risquent de très vite retomber, et certains courent le risque de se faire berner par manque de préparation rigoureuse. Alors bien évidemment, n'enlevons pas la couche magique qu'un tel aspect peut représenter, comme je vous le répète sans cesse, tout dépend de notre état de conscience, et bien évidemment de notre capacité à prendre la distance nécessaire pour un meilleur aperçu de la situation. Ne cédons pas à la paranoïa, car il est tout à fait possible d'y être plus sensible à ce moment-là, et surtout, tentons de garder les pieds sur terre. Le carré croissant à la conjonction Cérès-Lilith en maison 2 pourrait nous indiquer une tension entre nos idéaux de changement collectif pour un mieux-être et une peur profonde vis-à-vis de nos ressources. C'est comme si nous étions déphasés entre nos valeurs spirituelles, humanistes, qui ne demandent que plus de partage et d'équité, et en même temps, nous avons toujours beaucoup de mal à nous détacher de nos valeurs traditionnelles, de nos anciens modes de fonctionnement, et la perte profonde d'une partie de notre identité. Nous souhaitons tout balayer, et ce de façon rapide, alors que nous savons très bien que les changements que nous appelons de nos vœux résistent encore. Cérès nous demande toujours de sacrifier quelque chose, et dans la maison 2, il s'agira probablement d'une ressource concrète telle que l'argent, ou toute autre chose ayant une valeur émotionnelle importante pour nous. Collectivement, cela pourrait être en lien avec la peur de sacrifier une sorte d'identité démocratique en Cancer, en tout cas en lien avec notre nation.
Cela dit, cette conjonction est en aspect fluide avec les luminaires ainsi qu'avec les nœuds lunaires, donc si nous sommes capables d'équilibrer ces deux pôles et que nous acceptons pleinement la responsabilité de nos actes, en prenant toute la mesure des sacrifices à faire, nous pourrions être à même de faire un grand bond en avant. Jupiter, qui fait sa première incursion dans le signe du Bélier le 11 mai, et ce jusqu'au 28 octobre prochain, se trouvera sur le 1er degré qui nous dit « Un comédien exprime par son jeu la nature humaine. La dominante est l'aptitude à avoir une vision objective de soi-même et des autres. Ici, la perception de soi-même est comme neuve. Nous pouvons enfin ouvrir notre conscience à la perception de qui nous sommes et pouvoir, tel un comédien, le faire avec humour et légèreté. S'intéresser à soi-même permet déjà de mieux nous connaître, nous comprendre, car il n'y a rien de mieux que de savoir prendre de la distance avec son image et de ce que l'on renvoie de nous. Plus nous aurons la capacité de pouvoir nous émouvoir de ce que nous pouvons observer, plus nous serons capables de pouvoir au mieux appréhender les autres et de les comprendre. Donc ici, la notion de découverte doit passer par une certaine légèreté, un peu comme un enfant qui aime à se regarder dans le miroir. Il n'y a pas encore de jugement, juste la conscience neuve de la découverte. Alors permettons-nous de pouvoir regarder les choses d'un œil neuf, soyons curieux de nous-mêmes pour nous redécouvrir avec plaisir. Dans le signe du Bélier, Jupiter fait preuve d'un enthousiasme et d'une volonté très dynamique, voire impulsive. Sous cette configuration, toute situation est bonne pour initier du changement dans l'affirmation de son ego et dans sa façon de se lancer à l'assaut de l'existence. Certains pourraient ressentir beaucoup de détermination vis-à-vis de leur objectif. Ici, l'opportunisme n'est pas un vilain mot et l'impatience pourrait nous pousser à agir de façon parfois inconsidérée. Dans ce signe, la modération n'est pas de rigueur et on ne lésine pas à foncer dans le tas pour forcer sa place. Donc, si certains peuvent maîtriser cette énergie pour défricher de nouveaux territoires, d'autres pourraient le faire avec violence. Une fois de plus, tout dépendra du niveau de conscience de chacun. Dans cette carte, Jupiter se trouve au début de la maison 12. Alors, d'un point de vue collectif, la planète peut représenter les lois, les députés, les partis. Donc en coulisses, se jouera encore très probablement des affaires en lien avec les futures législatives. Jupiter représente également les affaires étrangères, et sur le plan économique, il régit sur les importations, exportations, tout comme sur les finances. Donc même si pour le moment nous ne voyons pas tout, il est très probable que se fomentent certaines choses en lien avec ces domaines. Notons que les ennemis cachés font aussi partie de cette maison, et au vu du contexte mondial, cela pourrait nous évoquer que la partie est encore loin d'être terminée. Au niveau des aspects, Jupiter est toujours conjoint avec Neptune et Mars, ce qui lui impulse d'autant plus d'idéalisme, voire d'optimisme parfois béat, à sa volonté d'expansion. Le sextile décroissant à Pluton pourrait développer notre volonté de réformer certaines choses, alors ici plutôt d'un point de vue collectif, car tout aspect décroissant se doit d'agir pour le bien commun. Et c'est ce qui pourrait compliquer les choses, car le Bélier, s'il veut agir pour le collectif, le fera toujours à sa manière et aura bien du mal à trouver le compromis s'il estime que sa vision est la bonne. Donc certains pourraient se sentir pousser des ailes et agir parfois de façon trouble pour arriver à leur fin. Individuellement, nous sommes invités à suivre le flot des événements et à nous ouvrir à certaines opportunités susceptibles de nous aider à nous transformer positivement. Saturne, qui se trouve sur le 28e degré du Verseau, nous dit « Un papillon s'extrayant de sa chrysalide ». Ici, la dominante est la capacité de transformer totalement notre conscience en modifiant radicalement le visage de notre vie quotidienne et de nos relations. Là encore, on nous parle de visage, de masque, de rôle que l'on joue ou que l'on nous donne à voir. Il y a la notion de transformation avec ce papillon sortant de la chrysalide et du fait de passer concrètement d'un état à un autre. Cette éclipse lunaire nous donne bien le ton que des changements inévitables viennent à nous, alors autant les accompagner franchement
et notamment avec Saturne qui ne nous laisse pas vraiment le choix. Dans cette carte, la planète se positionne au sommet d'un T carré entre les luminaires et les nœuds lunaires, ce qui n'est pas sans rien et qui saute aux yeux d'emblée. Saturne est comme le pivot qui nous permettra, non sans difficulté, d'une véritable acceptation de notre part à transmuter nos structures, nos cadres, nos limitations, et notamment en lien avec le collectif puisqu'il se trouve dans le Verseau. Et c'est bien ça qui génère autant de tensions, voire d'immobilisme, puisque le temps est une notion que nous devons accepter avec cette planète. Vous voyez, on voit souvent Saturne comme le mauvais génie du zodiaque qui nous empêche d'accéder facilement à nos désirs. Il ne faut jamais oublier qu'il est un pôle de conscience supérieur qui peut nous faire accéder à davantage de sagesse et surtout de compréhension. Dans cette carte, sa position peut nous aider à nous fixer des objectifs sérieux et durables, et ce de façon pratique et réaliste. Puisque ce T carré se trouve en signe fixe, cela accentue forcément un déterminisme sans faille et une difficulté à céder. Nous pouvons le remarquer autant dans nos vies que dans le monde. Il y a une grande difficulté à céder, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On reste campé sur ses positions et il nous est très difficile de comprendre l'autre et de chercher les concessions. Alors collectivement, ici, Saturne représente nos dirigeants et cet aspect peut nous indiquer une sorte d'obstination à dominer de façon parfois dictatoriale pour tenter de garder le dessus. Recontextualisez-le dans votre propre thème, car chacun pourra le vivre à sa manière et tenter de comprendre ce qui fait barrage en nous. Plus positivement, cet aspect nous permet de temporiser certains excès, et cette carte en est pleine, donc cela pourrait nous aider à ne pas nous précipiter trop vite et à prendre le temps pour remiser notre conscience vers des sphères supérieures. La conjonction avec l'astéroïde Vesta pourrait magnifier cette possibilité et nous aider à y trouver un sens, comme si nous pouvions accepter avec davantage de sagesse et d'ouverture ce qui jusqu'à présent manquait. Se dévouer à une cause de façon peut-être plus sérieuse qu'auparavant, ou avec davantage de spiritualité et dans un souci d'harmonie et de concorde. Le trigone croissant à Cérès peut nous indiquer des sacrifices plutôt bien compris, si bien évidemment nous sommes en mesure de les analyser avec beaucoup de rationalité. Il y a vraiment une invitation à prendre les choses avec une grande rigueur, qu'elle soit intellectuelle autant qu'émotionnelle. Donc une fois encore, tous ces aspects peuvent réellement nous aider à ne pas nous noyer et peuvent être de bon augure si nous les prenons de la bonne façon. Alors, quelques mots sur Pluton, qui est désormais rétrograde et qui nous invite à chercher davantage la transformation à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. La planète est directement reliée à cette éclipse lunaire dans le signe du Scorpion, dont elle a la maîtrise, et qui agira d'autant plus intensément sur ce qu'il y a à faire mourir en nous. Dans cette carte, Pluton se trouve en conjonction avec le milieu du ciel. Collectivement, cet aspect en lien direct avec le pouvoir politique, l'exécutif, le destin de la nation, en somme, passe lui aussi par une étape puissante de refonte totale. Tout est envisageable avec cet aspect, et la liste ne serait pas exhaustive si nous nous amusions à en tirer certaines probabilités. Quoi qu'il en soit, des changements majeurs devraient se présenter à nous dans les prochaines semaines, les prochains mois, et comme Pluton est une planète qui agit de façon souterraine, encore plus en mode rétrograde, nous pourrions ne pas encore en voir les effets. N'oublions pas que notre président a Pluton tout près de son ascendant, ce qui me fait penser que d'une manière ou d'une autre, il pourra activement participer à ces transformations profondes. Une fois encore, tout nous indique qu'il nous faut nous préparer activement à accepter de faire le deuil de ce qui n'est plus. Pour cette pleine lune, les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe 6-12 de cette carte. Cet axe qui était déjà présent lors de la nouvelle lune en Taureau, se positionne cette fois-ci dans le sens inverse. Alors ici, nous devons lâcher nos vieilles habitudes, nos routines rassurantes et parfois bien ancrées, pour nous orienter vers davantage de spiritualité et de foi en l'existence. Nous sommes invités à revoir notre façon d'aborder les aspects pratiques, voire productivistes de nos vies, qui pouvaient jusqu'à présent nous donner un réel sentiment d'utilité. En nous tournant vers nous-mêmes,
déjà pour nous permettre de refaire un point et d'oser affronter un certain vide que l'on pouvait combler par des activités diverses ou des engagements qui nous semblaient bien commodes pour éviter d'aller y voir. C'est donc un véritable moment de bilan, de réinvestissement de ces valeurs profondes, en nous permettant de nous reconnecter à ce qui nous dépasse. En allant sonder jusque dans les tréfonds de notre âme, nous pourrions davantage saisir les enjeux de notre monde et de notre façon de les aborder avec plus de sagesse et davantage d'universalité. Si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette pleine lune, nous avons le nombre 18 réduit au 9, relié aux lames de la lune et de l'ermite dans le tarot de Marseille. Le numéro 9 fait référence à une fin, un bilan nécessaire avant d'entamer un nouveau cycle. Donc la numérologie, une fois de plus, corrobore tout ce que nous venons de voir ensemble. Il y a avec ce nombre une notion d'effort à fournir, et selon le degré d'investissement de notre part, tout comme notre faculté à nous y engager consciemment, nous pourrions en récolter les fruits ou non. Quoi qu'il en soit, cela nous permettra de mieux comprendre ce qui a pu fonctionner, de ce qui n'est plus bon à garder, pour nous relancer de façon plus constructive dans la prochaine étape de notre vie. La lune du tarot de Marseille pourrait nous indiquer un besoin, voire une obligation d'introspection. C'est une lame plutôt mystérieuse, où certaines choses restent encore sous la surface. Alors bien évidemment, cela pourrait exacerber certaines angoisses, certaines peurs, voire certaines illusions que nous nous devons de temporiser, puisque pour le moment, nous devons accepter cet état de fait. Tout cela fait référence à cette éclipse qui peut nous projeter dans une certaine noirceur émotionnelle. Imaginons que nous sommes tranquillement affairés à la maison, par exemple, c'est le soir, nous sommes tout seuls, et tout à coup, bim, l'électricité se coupe et tous nos appareils avec. Nous pouvons nous retrouver dans un état d'angoisse, ne sachant plus quoi faire, car trop habitués à éviter de nous retrouver seuls face à soi-même. Alors là, ça se passe dans la pénombre la plus totale et sans aucun moyen d'action. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point je pouvais être effrayée par le fait de me retrouver avec moi-même dans le noir absolu, et sans aucune autre possibilité que de me rencontrer. Et pourtant, parce que cette coupure avait duré plus d'1 heure, c'était plutôt long, je n'ai jamais oublié ce moment d'une qualité que je n'aurais jamais imaginée et qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Alors, je ne vous demande pas d'aller éteindre votre groupe électrogène pour vous forcer à vous rencontrer, mais prenez cette histoire comme une allégorie de ce qui pourrait survenir et qui ne doit en aucun cas vous effrayer, bien au contraire. L'ermite enfonce le clou, puisque lui aussi se trouve dans le noir total, et s'il arrive à se diriger, c'est seulement grâce à sa lumière intérieure. Alors, je ne développerai pas davantage sur ce point, puisqu'il me semble vous en avoir déjà dit pas mal. Faire le bilan n'est pas forcément une épreuve, mais c'est vrai que ça demande un peu de courage. Donc, se retourner sur son passé et accepter de dire au revoir peut être profondément libérateur et vous permettra, j'en suis certaine, de vous relancer dans la prochaine étape de votre vie. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui était très riche. J'espère ne pas vous avoir barbé. J'essaye de ne pas dépasser au-delà des 35 minutes, mais je dois vous avouer que c'est pas toujours simple. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous traversez en ce moment, ce que vous en pensez. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'aime bien que cette chaîne puisse être un véritable canal d'échange. Donc n'hésitez pas à lâcher un com, à me mettre un pouce. Et puis merci à tous pour votre fidélité et votre bienveillance. Je vous en suis gré. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.